L'hiver avait scellé le massif des Écrins comme un tombeau de marbre blanc, impénétrable et silencieux. Le parc ne ressemblait plus à un lieu figurant sur une carte IGN, mais à un vaste vide laissé après que le monde ait fini de s'effacer. Depuis 7 jours, la tempête ne s'était pas levée, pas même assez longtemps pour que les sommets acérés des montagnes ne dévoilent leurs épaules de granit. Le vent, une bise glaciale venue du nord, chassait des aiguilles de glace à l'horizontale à travers les plateaux, et la température avait chuté à des niveaux qui vident de leur sens des mots comme « froid ». Ce n'était pas une saison. C'était une condition, une sentence. Le froid s'insinuait dans l'acier des mousquetons, dans le plastique des raquettes, dans la moelle des os, et réclamait tout ce qui s'attardait trop longtemps dehors. Le sentier du glacier noir était fermé depuis près de 2 mois, sa barrière cadenassée avec une étiquette rouge de la préfecture avertissant d'un danger de mort et d'un temps de réponse nul des secours. Même les motoneiges de l'équipe d'entretien des pistes ne s'aventuraient plus aussi loin. Trop de jours blancs, trop de batteries mortes, trop de radios qui se taisaient subitement dans le hurlement du vent. La dernière fois que la piste avait été ouverte en janvier, 2 entrepreneurs savoyards avaient mis 12 heures pour atteindre un refuge de garde situé à moins de 20 km de la route nationale. Ils n'avaient survécu que parce que le vent les avait ensevelis sous une neige qui avait isolé leur camionnette en panne juste assez pour empêcher leur sang de geler. Le rapport officiel avait qualifié cela d'anomalie. Antoine Mercier, lui, appelait cela un avertissement. Il travaillait au service hivernal du parc depuis près de 9 ans, assez longtemps pour comprendre que la haute montagne n'opérait pas par exception. Elle opérait par effacement. Elle effaçait les repères. Elle effaçait les plans. Elle effaçait les hommes. On apprenait vite à ne pas discuter avec elle, comme on ne discute pas avec une avalanche. On apprenait à lire la façon dont la congère s'installait contre les troncs des épicéas noirs, et comment la ligne de crête d'un ruisseau enseveli pouvait encore être tracée par la façon dont le vent courbait la neige en une colonne vertébrale pâle à travers les plats. Antoine avait appris ces choses, parce qu'une fois, il ne les avait pas sues, et le souvenir de cette ignorance avait failli tuer quelqu'un. La radio grésilla dans la cabane de patrouille juste après le crépuscule. Les faibles lampes solaires au-dessus du vieux bureau en chêne vacillèrent alors que le générateur luttait contre le gel. Le signal était faible, rien à voir avec les bips d'urgence nettes du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, qui traversait habituellement l'électricité statique. Cela ressemblait plus à l'image rémanente d'un signal, le fantôme d'une transmission qui avait déjà décidé de ne pas être entendue. Le répartiteur à Gap essaya de répéter les coordonnées 2 fois. Les 2 fois, les mots se dissolvèrent dans un bruit blanc. Quand Antoine leur demanda d'essayer à nouveau, il y eut une pause qui dura juste assez longtemps pour qu'il imagine la personne à l'autre bout, probablement en train de siroter un café chaud dans un bureau chauffé, vérifiant le flux météo et le tableau de service, et décidant que cela pouvait attendre. Puis la voix revint, s'excusant, incertaine. Ils avaient une anomalie de capteur près du bassin de la Meije. C'était probablement un dysfonctionnement. La glace, peut-être, ou le froid extrême. Ils le signaleraient pour une vérification au lever du jour. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il s'adossa à sa chaise, laissant la cabane craquer autour de lui, les murs de bois se contractant alors que le froid resserrait son étreinte. Le bassin de la Meije n'était pas une zone touristique en hiver. Il n'y avait pas de patrouille prévue, pas de route d'entretien, pas de trafic sanctionné. Si une balise émettait depuis ce secteur, cela signifiait une seule chose. Quelqu'un était là où il n'était pas censé être. Il dit au répartiteur qu'il sortait. La réponse fut immédiate et prévisible, typique de l'administration française frileuse. Ils lui dirent d'attendre, de suivre le protocole, de laisser l'équipe du matin évaluer la situation. Il écouta jusqu'à la fin, puis dit qu'il y allait quand même, avec cette obstination des montagnards qui agace tant les gens des villes. Quand la ligne devint silencieuse, il se leva et commença à faire son sac. Les mouvements étaient automatiques. Cordes, fusées éclairantes, batterie de rechange enveloppée dans de la laine et glissée dans les poches intérieures de sa parka pour que la chaleur de son corps les maintienne en vie. Il remplit un thermos d'un liquide brûlant qui avait vaguement le goût du café chicoré et en versa une autre rasade dans une flasque en acier qui avait appartenu à son grand-père, ancien résistant du Vercors. Il s'arrêta un instant avec le rabat de son sac ouvert, fixant la petite photographie scotchée à l'intérieur, les coins usés par des années de manipulation. C'était le seul rappel qu'il portait de la vie qu'il avait abandonnée à Lyon quand il était venu vers le nord. Une vie qui s'était terminée non pas par une rupture nette, mais par une lente série d'effacements qui reflétaient la terre devant sa porte. Lorsqu'il sortit sur le porche,
le vent le frappa comme un mur de béton. Le projecteur de la cabane sculptait un cône étroit à travers la neige, et au-delà, il n'y avait rien, le néant absolu. Il verrouilla la porte derrière lui et prit 3 lentes inspirations à travers l'écharpe en laine qui couvrait son visage. L'air brûlait ses poumons, vif et métallique, mais cela le stabilisa. Il avait appris il y a longtemps que la panique dans cet endroit n'était pas bruyante. C'était calme. C'était une envie soudaine de se précipiter. Le premier kilomètre du sentier était marqué seulement par la façon dont les mélèzes se penchaient loin du vent dominant, leurs branches inférieures mises à nu par des décennies d'abrasion. Antoine suivit cette inclinaison, ses bottes trouvant prises dans une neige qui se dérobait sous son poids, crissant comme du sucre cristallisé. Chaque son était avalé presque aussitôt qu'il était émis. Même la tempête semblait distante, comme si le monde retenait son souffle. Après une demi-heure, le dernier des marqueurs familiers disparut, et le sentier se dissolva dans la campagne ouverte. Il vérifia sa boussole et ajusta son cap, sentant le changement subtil dans la texture du sol sous les congères. Quelque part sur sa gauche, le torrent glaciaire gisait gelé sous des mètres de glace, sa violence estivale réduite à une rumeur d'eau sombre bougeant loin en dessous. Il pensait à cela quand il le sentit pour la première fois, une faible réverbération qui remontait à travers les semelles de ses bottes et dans ses genoux comme l'écho d'un coup de marteau dans un tunnel profond. Il s'arrêta et attendit. Le vent poussait ses épaules, l'incitant à continuer à bouger, mais il resta immobile jusqu'à ce que le froid commence à griffer à travers ses couches de vêtements techniques. La vibration revint, presque imperceptible, une sensation creuse qui n'avait pas sa place dans la terre solide. Antoine fronça les sourcils et fit un pas prudent en avant. La neige sous son poids se comprima avec un son qui n'était pas tout à fait juste. Un « whoomp » étouffé qui suggérait un espace là où il ne devrait y en avoir aucun. Il marqua l'endroit sur son GPS, bien qu'il sût que les coordonnées pourraient être inutiles au matin, et se força à avancer. La tempête se referma autour de lui, effaçant ses traces presque aussitôt qu'elles étaient faites, et le sentiment d'être observé s'installa dans sa colonne vertébrale. Il n'avait pas de nom pour cela, seulement la certitude que la montagne n'avait pas fini de se révéler. La vibration qu'Antoine avait sentie sous la neige le suivit longtemps après qu'il eut laissé le faible creux derrière lui. Ce n'était pas un son qu'il pouvait entendre avec ses oreilles, pas de la manière dont le vent rugissait ou les branches craquaient sous le poids du givre. C'était quelque chose qu'il percevait à travers son corps, une présence basse et instable qui donnait l'impression que la terre était plus mince, comme si le parc lui-même était une coquille et non la chose massive et immuable qu'il prétendait être. Il marchait la tête baissée contre la bourrasque, comptant ses pas et vérifiant sa boussole à intervalles réguliers, se forçant à ne pas se presser, même quand la tempête semblait le pousser en avant. Il fallut près d'1 heure avant que la première forme sombre ne perce la blancheur. Au début, il pensa que ce n'était rien de plus qu'une ombre de congère, un tour de lumière dans la tempête. Mais alors qu'il réduisait la distance, la forme se résolut en tissu pris dans une position accroupie sous le poids de la neige. Il ralentit, le pouce accélérant malgré le froid qui essayait de le voler, et s'approcha du côté au vent comme il avait été formé. L'odeur l'atteignit avant les détails. Une faible odeur chimique de nylon et de combustible qui n'avait pas sa place dans le bassin hivernal vide. Le campement était assis au bord du glacier, ou ce qui passait pour son bord en janvier. La rivière de glace elle-même était invisible, enterrée sous des couches de neige qui faisaient ressembler la surface à une plaine gelée. Mais Antoine pouvait sentir le vide en dessous dans la façon dont le sol changeait sous le pied. La tente était à moitié effondrée, son armature pliée et son double toit déchiqueté en longs rubans pâles qui claquaient dans le vent comme des drapeaux de défaite. Sur un côté, 2 sacs à dos se tenaient debout à l'abri d'une congère, leurs sangles soigneusement bouclées comme si leur propriétaire avait l'intention de revenir les chercher après une courte course. Il s'agenouilla et brossa la neige du haut d'un sac, ses gants raidis par la glace. Il n'y avait aucun signe de charognard, pas de déchirure ou de traînage. La nourriture du saucisson, du fromage sous vide, des barres énergétiques étaient toujours à l'intérieur, scellées et intactes. Le réchaud gisait sur le côté près d'une fosse peu profonde qui aurait pu autrefois être un feu, bien qu'il ait depuis longtemps été étouffé par la tempête. Rien dans l'arrangement n'avait de sens. Même le randonneur hivernal le plus imprudent ne laisserait pas son équipement à découvert comme ça, pas dans un endroit où le vent pouvait l'effacer en quelques minutes. Antoine se dirigea vers la tente et se baissa sous le rabat affaissé. L'intérieur était une grotte de givre, chaque surface filmée de cristaux de glace qui brillaient faiblement dans le faisceau réfléchi de sa lampe frontale. Il tendit la main et toucha la paroi, sentant la raideur cassante du tissu gelé, et c'est alors qu'il vit l'entaille.
Elle courait en une diagonale brute de la hauteur de l'épaule jusqu'au sol, les bords déchiquetés et recourbés vers l'extérieur. Il la traça d'un doigt et sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Le tissu avait été tranché de l'intérieur. Il recula lentement et fit le tour de la tente, cherchant des signes d'un loup ou de toute autre explication qui pourrait lui permettre de classer cela comme un autre accident tragique mais ordinaire. Il n'y avait pas de traces, pas d'empreintes lourdes écrasées dans la neige. Il trouva un morceau de carte coincé sous un auban, son papier ramolli et flou par l'humidité, et une lampe frontale qui clignota une fois quand il appuya sur l'interrupteur avant de mourir complètement. Oh! Appela Théil, sa voix avalée aussitôt sortit de sa bouche, et attendit. Rien ne lui répondit, sauf le vent. Le sol au-delà de la tente portait la plus faible impression de bottes, un motif si peu profond qu'il aurait pu être imaginé, s'éloignant du camp vers le bassin du glacier. Il le suivit à quatre pattes, brossant la neige avec ses avant-bras, essayant de lire l'histoire dans les faibles dépressions. À 3 mètres de la tente, les impressions s'arrêtaient brusquement. Il gratta la surface avec ses doigts gantés et sentit la neige céder plus facilement qu'elle n'aurait dû, s'enfonçant de quelques centimètres avec un son sourd et creux qui lui noua l'estomac. Il pressa sa paume à plat contre la congère et ferma les yeux. Elle était là à nouveau, la vibration, plus claire cette fois, un tremblement subtil qui semblait pulser à travers la glace dans un rythme lent. Le glacier était mort en hiver. Son écoulement était un souvenir lointain sous des mètres de silence gelé. Pourtant, ce qu'il ressentait n'était pas le tassement de la glace ou le craquement distant d'une crevasse. C'était autre chose, quelque chose qui suggérait une profondeur là où il ne devrait y en avoir aucune. Il se força à se lever et secoua la neige de ses manches. La tempête empirait, les flocons s'épaississant en un rideau aveuglant qui réduisait le monde à quelques mètres mouvants de grisaille. Il devait marquer le site avant de le perdre. Il planta 2 drapeaux fluorescents dans la congère au bord du camp et enregistra les coordonnées, conscient, même en le faisant, que les marqueurs pourraient être ensevelis ou couchés par le vent d'ici le matin. Quand il se retourna vers la tente, son œil accrocha une forme sombre à moitié cachée dans les plis du tissu déchiré. C'était une veste coincée entre les arceaux effondrés, sa capuche incrustée de glace. Il la libéra et vérifia les poches au toucher. Ses doigts se refermèrent sur quelque chose de dur et rectangulaire. Il le sortit et le tint à la lumière, un petit boîtier étanche de la taille d'un paquet de cartes. À l'intérieur, protégé par des joints en caoutchouc, se trouvait une clé USB. Pendant un long moment, il resta simplement là, la tempête le déchirant, le boîtier chaud contre sa paume d'une manière qui semblait fausse. Ce n'était pas de l'équipement qu'on laissait derrière soi. Ce n'était pas un déchet apporté par la route. Cela appartenait à quelqu'un qui avait été ici récemment, quelqu'un qui avait pensé suffisamment pour sauvegarder ses données, même alors qu'il fuyait ce qu'il avait chassé de son abri. Il glissa la clé USB dans la poche intérieure de sa parka et jeta un dernier coup d'œil autour du camp. Sa formation lui disait de rester, de chercher en arc concentrique jusqu'à ce qu'il trouve une trace des disparus. Mais le ciel avait d'autres idées. La lumière déclinait, le vent montait à un niveau qui rendait difficile de se tenir debout, et les endroits creux dans la neige devenaient plus nombreux à mesure qu'il bougeait, des zones où la croûte plongeait sous son poids. S'il restait beaucoup plus longtemps, il ajouterait son propre nom à la liste des personnes qui disparaissaient dans ce parc chaque année. Le retour à la cabane de patrouille fut un flou de blanc et d'efforts. 2 fois, il trébucha et dut se rattraper avec son piolet, le sol s'affaissant de manière alarmante sous lui avant de se raffermir. La sensation d'être observé revint, plus forte maintenant, comme si quelque chose sous la surface était conscient de sa présence et curieux à son sujet. Au moment où la silhouette sombre de la cabane émergea de la tempête, les muscles d'Antoine tremblaient de fatigue, et le froid avait commencé à s'infiltrer au-delà des défenses extérieures de son équipement. À l'intérieur, l'air était à peine au-dessus de zéro, mais cela ressemblait à l'été après le vide extérieur. Il enleva ses gants et sa parka, et se tint devant le radiateur jusqu'à ce que la sensation revienne dans ses doigts par vagues douloureuses. Seulement alors, il sortit la clé USB de sa poche et la posa sur le bureau à côté de la radio. Le petit objet semblait absurdement inoffensif dans la lumière jaune de la lampe. Un morceau de plastique et de métal qui ne pouvait pas expliquer la tente brisée, les empreintes disparues, le tremblement dans la glace. Pourtant, alors qu'il séchait son équipement et tapait les premières lignes de son rapport, Antoine ne pouvait se défaire du sentiment que ce petit appareil était une porte, et qu'une fois qu'il l'aurait ouverte, il n'y aurait plus moyen de refermer ce qui se trouvait de l'autre côté. La clé USB resta sur le bureau tandis que la tempête griffait les murs de la cabane, un petit rectangle noir qui n'avait pas le droit de sembler aussi lourd.
Antoine se fit du café avec de l'eau qu'il dut casser d'une cruche gelée et attendit que le tremblement de ses mains s'apaise avant de la connecter au vieux portable que le parc fournissait pour les patrouilles d'hiver. La machine protesta avec un grincement et un bourdonnement en se réveillant, sa batterie perdant déjà le combat contre le froid malgré le chauffage qui rugissait dans le coin. Dehors, le vent montait et descendait comme une chose qui respire. Le premier fichier s'ouvrit lentement, un écran se remplissant de bruit numérique avant que l'image ne se stabilise. Le visage d'un jeune homme apparut, pâle de froid et d'épuisement, mais portant encore la confiance insouciante de quelqu'un qui croyait que le monde finirait par lui céder. Il sourit à la caméra et se présenta, sa voix craquant d'excitation, expliquant que lui et deux amis étaient enfin sur la trace des légendes, chassant ce qu'il appelait « le vrai massif », pas la version touristique clôturée par des règles et des avertissements. Derrière lui, à travers le rabat de la tente, Antoine reconnut le flou gris de la neige qui n'était pas encore devenu le mur de mort qu'il était maintenant. Les vidéos suivantes étaient plus pratiques, tournées dans le style tremblant à la première personne de quelqu'un qui s'était lassé de se parler à lui-même. Elles montraient des sites de campement, des cartes étalées sur des mains gantées, le glacier, et des photos d'été tenus devant l'objectif comme une promesse de ce qui se trouvait sous la glace. Les randonneurs parlaient d'un vieux message sur un forum. Ils avaient trouvé une rumeur venant de quelqu'un qui prétendait être tombé à travers la croûte près du glacier blanc il y a des années et avoir aperçu quelque chose d'impossible sous la glace. Ils en riaient au début, de la façon dont les gens rient des légendes quand ils sont encore au chaud et en sécurité. Au 4e fichier, le ton avait changé. La lumière était différente, plus froide, et les voix étaient plus basses, prudentes. L'une des femmes parlait d'un son qu'ils avaient entendu dans la nuit, un bruit sourd et profond qui semblait venir de sous leur tapis de sol, comme si le sol était creux. La caméra coupa vers la neige à l'extérieur de la tente, l'objectif capturant une faible lueur bleue qui fit pencher Antoine plus près de l'écran. C'était subtil, à peine plus qu'une suggestion de couleur, mais cela bougeait, une marée lente de lumière qui pulsait et s'estompait dans un rythme trop régulier pour être naturel. Son café resta intouché alors que l'histoire se déroulait. Ils avaient suivi la lueur pendant un demi-kilomètre dans un jour blanc, filmant quand le froid le permettait, jusqu'à ce qu'ils atteignent une dépression dans la neige qui sonnait faux quand ils tapaient dessus. L'un d'eux avait piqué la surface avec un bâton de trekking, et la pointe avait disparu dans le néant. Le clip suivant montrait la caméra regardant dans une fissure étroite dans la glace, les bords luisants d'humidité, la lumière bleue enflant et reculant comme un battement de cœur loin en dessous. Antoine sentit la même vibration creuse dans ses os alors qu'il regardait l'écho de ce qu'il avait ressenti avec son propre corps sur le glacier. Les voix des randonneurs se chevauchaient dans l'enregistrement. Peur et excitation s'en mêlaient alors qu'ils discutaient de ce qu'il fallait faire. Quelqu'un mentionna que cela devait être lié aux anciennes infrastructures militaires, que les Alpes étaient connues pour leurs forts cachés et leurs tunnels, mais personne ne pouvait expliquer la lumière ou la chaleur qu'ils juraient sentir sur leur visage quand ils se penchaient trop près de l'ouverture. La dernière des premières vidéos les montrait élargissant la fissure avec des piolets, travaillant soigneusement, riant trop fort pour cacher leurs nerfs. Puis les fichiers sautèrent plusieurs heures en avant. La nuit était tombée, et la caméra était éclairée par des lampes frontales qui tremblaient dans des mains instables. La lumière bleue était plus brillante maintenant, illuminant le dessous de la glace et des motifs fantomatiques qui semblaient presque architecturaux. Des lignes courbes et des angles qui suggéraient quelque chose de façonné, non érodé. Il parlait de métal. L'objectif glissa sur une parcelle de surface exposée loin en dessous, et Antoine figea l'image. C'était flou, mais indubitable, un bord droit accrochant la lumière d'une manière qu'aucune pierre ne le ferait jamais. Quelqu'un chuchota qu'ils avaient trouvé des boulons incrustés dans la glace, vieux, rouillés mais intacts, et qu'il devait y avoir une structure là-dessous. Leur respiration remplissait le microphone, forte et hachée, et la caméra fit une embardée alors que l'un d'eux glissait et était tiré en arrière de l'ouverture par la prise d'un ami sur son sac. Les dernières entrées étaient difficiles à regarder. La tempête était arrivée durement et rapidement, ensevelissant leur camp avant qu'ils ne puissent le démonter. L'homme qui avait commencé le journal parlait par phrases courtes et brisées de la froideur, de la façon dont le sol sous la tente semblait faux, comme dormir sur le toit d'une caverne. Puis il y eut l'entaille dans le tissu filmé de l'intérieur comme un acte désespéré. La lame déchirant une sortie déchiquetée alors que la neige s'engouffrait et que la lueur bleue brillait plus fort sous leurs pieds. Le dernier clip se terminait avec la caméra dégringolant à travers un flou de blanc et de lumière. Le son de cris avalé par un bourdonnement résonnant profond. Quand l'écran devint noir, Antoine réalisa qu'il avait retenu son souffle. Il s'assit et ferma les yeux, laissant l'air sec du radiateur gratter sa gorge à vif alors qu'il essayait d'imposer de l'ordre à ce qu'il avait vu.
Les coordonnées intégrées dans les fichiers plaçaient les randonneurs quelque part dans une zone du parc qui avait toujours été une sorte de blanc sur les cartes officielles. Il tira ses cartes de l'armoire sous le bureau, les étalant sur la table et fronça les sourcils. La zone était marquée avec un peu plus que des courbes de niveau et une notation qui lisait simplement « Accès interdit ». Ce n'était pas la première fois qu'il voyait de telles omissions. Il y avait des histoires parmi les anciens du coin sur des projets des années de la guerre froide, quand les Alpes n'étaient pas tant un sanctuaire qu'une forteresse. Son isolement, un bouclier pour des expériences que personne ne voulait voir en première page des journaux parisiens. La plupart de ses contes se terminaient par un haussement d'épaule et un avertissement de ne pas chasser les fantômes. Mais alors qu'Antoine superposait les coordonnées des randonneurs sur le papier, il sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Le point blanc se trouvait directement sous une crête qu'il connaissait bien, une étendue de glace qui avait toujours été sujette à des affaissements inexpliqués. Il appela le répartiteur et laissa un message laconique sur le camp et les randonneurs disparus, n'omettant rien sauf la lumière bleue et les boulons. La réponse fut sympathique avec de vagues promesses d'une équipe quand le temps se lèverait, des suggestions qu'il ne devrait rien tenter seul. Il ne discuta pas cette fois. Il mit simplement fin à l'appel et commença à rassembler son équipement à nouveau. La tempête ne s'était pas calmée, et il savait que chaque instinct de sa formation lui disait d'attendre. Mais l'image de cette lumière sous la glace s'était gravée dans son esprit. Une promesse de chaleur et d'abri dans un monde qui était autrement tout en dents et en griffes. Il vérifia sa montre, griffonna une note avec son itinéraire prévu et les coordonnées qu'il avait tirées de la clé USB, et l'épingla sur le tableau de liège au-dessus du bureau. S'il ne revenait pas, au moins quelqu'un saurait où chercher. Quand il ressortit, le vent essaya d'arracher la porte de sa main, mais il la força à se fermer et tourna son visage vers la tempête. Le monde au-delà de la lumière du porche s'effaçait déjà. La trace qu'il avait faite plus tôt dans la soirée, partit comme s'il n'avait jamais été là. Il ajusta son sac, régla sa boussole, et commença à marcher vers l'endroit sur la carte où rien n'était supposé être. Les coordonnées de la clé USB menaient Antoine loin du dernier souvenir faible du sentier balisé et dans un terrain qui, même en été, semblait inachevé, comme si la Terre elle-même n'avait pas encore décidé quelle forme elle voulait tenir. En hiver, la différence était entièrement effacée. Tout était pente et congère et bruit blanc, et la seule façon de distinguer une caractéristique d'une autre était d'écouter comment la neige répondait à vos pas. Antoine bougeait lentement, plantant ses bottes avec un soin délibéré, laissant son poids s'installer avant de s'engager dans chaque foulée. Il avait appris ce rythme à la dure, après qu'une jeune biologiste eût une fois disparu sous une corniche non loin d'ici, la neige l'avalant si proprement qu'il l'avait trouvée des mois plus tard sans une marque sur la surface pour montrer où elle était allée. La tempête le suivait comme une chose vivante, reculant parfois juste assez pour offrir un soupçon d'horizon, pressant parfois si fort qu'il devait s'arrêter et protéger ses yeux pour ne pas trébucher aveuglément dans l'espace. Il gardait la tête baissée et sa boussole proche, conscient que la différence entre avancer et aller de côté dans ce genre de jour blanc pouvait être la différence entre rentrer chez soi et marcher pour toujours. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait pour tester le sol avec le manche de son piolet, écoutant le son qu'il faisait quand il frappait. La plupart du temps, c'était un bruit sourd et solide qui lui disait que le manteau neigeux était épais et uniforme, mais plus souvent maintenant, il entendait autre chose, un écho doux qui s'attardait trop longtemps, comme un coup sur une porte creuse. Le glacier gisait quelque part sur sa droite, invisible sous la tempête, mais il le sentait dans la façon dont le vent se tordait quand il traversait le bassin gelé, dans la façon dont la neige s'affaissait une fraction de seconde après qu'il y eût mis son poids. La sensation qu'il avait remarquée plus tôt était devenue plus insistante, un tremblement subtil qui ne voyageait pas à travers l'air, mais à travers les semelles de ses bottes et dans les os de ses jambes. C'était comme si la terre sous lui était vivante et respirait dans une cadence qui n'avait rien à voir avec la météo ou la glace. Il pensait à cela quand la croûte sous son pied gauche céda. Cela arriva si soudainement qu'il n'eut pas le temps de tressaillir. Un instant, il avançait, l'instant d'après, sa jambe plongeait dans le néant, tombant jusqu'au genou avant qu'il ne puisse se rattraper. La neige s'effondra autour du trou avec un son comme du tissu qui se déchire, et de l'air froid monta d'en bas, tranchant et humide contre sa peau. Il se jeta en avant par instinct, plantant la pointe de son piolet dans la congère plus ferme devant lui, et s'étalant sur le ventre, alors que le sol derrière lui continuait de s'affaisser avec un soupir écœurant. Pendant plusieurs secondes, il resta là, le cœur martelant, l'haleine embuant l'intérieur de ses lunettes, effrayé de bouger, de peur que le creux ne s'élargisse et ne l'emporte avec lui. Quand il osa enfin regarder en arrière, il vit que le trou ne faisait pas plus de 30 centimètres de large, ses bords s'adoucissant déjà alors que la neige meuble glissait vers l'intérieur pour le remplir.
Il tendit son piolet en arrière et sonda l'ouverture, regardant l'outil disparaître dans une obscurité bien plus profonde que l'épaisseur de la congère. Il n'y avait pas de fond à porter. La vibration était plus forte ici, indéniable maintenant, un bourdonnement régulier et bas qui faisait trembler le manche du piolet dans sa prise. Il resta là à l'écouter, la tempête muette un instant par la concentration soudaine de la peur, et sentit l'air froid monter de l'écart comme le souffle d'un animal enfoui. Lentement, soigneusement, il s'éloigna du trou jusqu'à ce qu'il soit à nouveau sur un sol solide. Puis il s'assit sur ses talons et laissa la réalité s'imprégner. Les randonneurs n'étaient pas simplement tombés dans une crevasse. Ils avaient pénétré dans un système d'espace assez grand pour les avaler tout entiers. Il marqua l'endroit avec un drapeau traceur et enregistra la position, bien qu'il sût que le drapeau pourrait avoir disparu dans l'heure. Puis il se força à continuer, obliquant vers la crête indiquée par les coordonnées sur son GPS. Le terrain devenait plus inégal à mesure qu'il montait, la neige s'amincissant par endroits pour révéler de la glace bleue dure en dessous, et c'est là qu'il commença à voir les premiers signes de quelque chose qui n'appartenait pas à la nature. Des traînées couleur rouille marbraient la glace, trop droite pour être des taches minérales, et une fois il s'agenouilla pour brosser la neige d'une saillie, seulement pour trouver le bord courbe de métal incrusté dans le glacier, sa surface piquée mais incontestablement manufacturée. Le vent faiblit alors qu'il atteignait l'abri de la crête, l'air soudainement immobile d'une manière qui semblait anormale après des heures de rafales battantes. Il suivit l'abri de la pente, sa respiration forte dans ses oreilles jusqu'à ce que le sol se dérobe devant lui. Au début, il pensa qu'il regardait une autre dépression peu profonde. Mais alors qu'il s'approchait du bord, la forme se résolut en une fissure étroite dans la glace, ses côtés lissés par l'eau de fonte en une goulotte brillante qui disparaissait dans l'ombre bleue. De l'air chaud montait de l'ouverture, faible mais indubitable, portant avec lui l'odeur minérale humide de la pierre plutôt que la morsure stérile de la neige. Antoine s'accroupit et braqua sa lampe frontale dans la fente. Le faisceau fut avalé après quelques mètres, mais au-delà, il pouvait voir la même lueur douce que les randonneurs avaient filmée, un lavis de couleur qui peignait la glace d'en bas et faisait miroiter les parois comme si elles étaient éclairées par une aurore submergée. Il n'hésita qu'un instant avant d'élargir l'ouverture avec la panne de son piolet, écaillant la lèvre cassante de la fissure jusqu'à ce qu'il y ait assez de place pour se glisser à travers. Chaque instinct lui disait que descendre là-bas seul était une violation de tout ce qu'on lui avait appris. Mais l'alternative était de s'éloigner de la seule trace qu'il avait des randonneurs disparus. Il ancra sa corde à un affleurement solide de glace et testa la ligne, puis bascula ses jambes dans l'écart et commença à descendre dans la terre. La descente était maladroite, les parois assez proches pour érafler son sac, mais plus il allait loin, plus il faisait chaud. La glace céda la place à la pierre sous ses gants, glissante de condensation, et la lumière bleue s'intensifia jusqu'à ce qu'elle ne semble plus venir d'une source unique, mais de la texture même de la caverne autour de lui. Quand ses bottes touchèrent enfin le sol solide, il eut l'impression d'être entré dans une saison différente, un endroit où l'hiver n'était qu'un souvenir piégé au-dessus. Il resta un long moment au bas du puits, écoutant. Le bourdonnement qu'il avait senti à la surface était plus fort ici, une vibration profonde et continue qui vrombissait à travers la roche et dans sa poitrine. Ce n'était pas le rugissement de l'eau ou le mouvement de la glace. C'était trop régulier pour cela, trop mécanique. Il suivit le son le long d'un passage en pente douce, le faisceau de sa lampe révélant des murs gravés de motifs étranges où la glace avait autrefois coulé puis reculé, laissant derrière elle une cathédrale de vagues gelées. Après peut-être 50 mètres, le passage s'ouvrit dans une chambre assez grande pour avaler la cabane de patrouille entière. Le plafond s'arquait au-dessus en une courbe gracieuse, sa surface constellée de formations cristallines qui captaient la lumière bleue et la dispersaient en 1000 nuances subtiles. Et là, à moitié enfoui dans le mur du fond, se trouvait quelque chose qui n'avait sa place dans aucune grotte qu'Antoine avait jamais vue. C'était une porte. Le métal était sombre d'âge, ses bords corrodés là où la glace avait pressé contre lui pendant des décennies, mais le contour était clair, un rectangle incrusté dans la pierre avec une précision qu'aucun processus naturel ne pouvait reproduire. Un pochoir effacé s'accrochait à la surface, le dernier vestige d'un avertissement ou d'une désignation depuis longtemps effacée par le temps, zone défense. Antoine s'en approcha lentement, chaque pas résonnant dans l'immensité de la chambre, et posa sa main gantée contre l'acier froid. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, quelque part profondément au-delà du mur, un relais cliqueta, net et soudain, et un minuscule indicateur vert s'anima à côté de la poignée. La montagne, semblait-il, venait de le remarquer. La lumière verte à côté de la porte pulsa une fois puis s'installa dans une lueur constante, comme si un mécanisme patient au fond de la montagne avait simplement attendu la chaleur d'une main humaine.
Antoine restait la paume encore contre l'acier, osant à peine respirer. La vibration qui le hantait depuis la surface était plus forte ici, non plus une suggestion lointaine, mais une présence tangible qui bourdonnait à travers les semelles de ses bottes et dans la moelle de ses os. C'était le son de systèmes en marche, d'énergie déplacée d'un endroit à un autre selon un schéma qui n'avait rien à voir avec la nature. Il enroula ses doigts autour de la poignée et tira. La résistance le surprit. Il s'était attendu à de la corrosion, une lutte, mais le loquet se désengagea avec un soupir mécanique doux qui parlait d'entretien plutôt que d'abandon. La porte pivota vers l'intérieur sur des gonds qui protestèrent faiblement, révélant un couloir étroit au-delà, ses murs bordés de câbles et de conduits à moitié cachés sous une fourrure de givre. L'air à l'intérieur était encore plus chaud, planant juste au-dessus de zéro, et il portait une odeur qui mit ses nerfs à vif. C'était l'odeur de vieilles machines, d'huile et de poussière, et quelque chose de faiblement électrique, un parfum qu'il n'avait pas rencontré depuis son enfance, quand il explorait les usines désaffectées de la banlieue lyonnaise avec son père. Cela n'appartenait pas sous un glacier. Le couloir descendait doucement, éclairé par intervalles par des lampes encastrées qui vacillaient à son passage, sursautant peut-être à la demande soudaine sur des circuits qui n'avaient pas senti de présence humaine depuis des années. Il avança lentement, touchant les murs de sa main gantée, sentant la vibration grandir à mesure qu'il descendait. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait pour écouter, s'attendant à tout moment à entendre le gémissement de la glace en mouvement ou le tonnerre de l'effondrement, mais la structure autour de lui tenait bon, sa géométrie trop précise pour être le produit du hasard. Il émergea dans un espace plus grand qui avait autrefois été une salle de contrôle. Des consoles bordaient les murs en fer à cheval, leur surface ternie par un film de condensation et de givre. Certains voyants étaient éteints, mais d'autres luisaient faiblement, obstinément vivants, peignant la pièce dans une palette de verre et d'ambre fatiguée. Sur un panneau, l'aiguille d'une jauge tressautait d'avant en arrière dans une plage étroite, marquant le pouls qu'il avait senti dans ses os depuis qu'il avait quitté la surface. Antoine allait de poste en poste, lisant des étiquettes qui avaient été gravées ou peintes au pochoir d'une main appartenant à un autre siècle. La plupart étaient trop effacées pour être déchiffrées, mais quelques-unes ressortaient. Des références à la distribution d'énergie, à la gestion thermique, à des réseaux de communication qui avaient autrefois pointé vers l'extérieur depuis ce cœur caché des Alpes vers un monde qui n'existait plus. Il ne fallut pas beaucoup d'imagination pour reconstituer l'histoire. Au plus fort de la guerre froide, quelqu'un avait décidé que la meilleure façon de surveiller le ciel était dessous la glace, que l'isolement du parc protégerait leurs yeux et leurs oreilles des satellites indiscrets. L'idée avait dû sembler élégante à l'époque, une forteresse enterrée dans le paysage le plus impénétrable du continent. Il trouva un classeur contre le mur du fond et tira sur ses tiroirs jusqu'à ce que l'un d'eux glisse avec un cri de protestation. À l'intérieur se trouvaient des dossiers gondolés par l'humidité, leur contenu jauni et cassant. Il parcourut ce qu'il put, sa lampe frontale illuminant des fragments de plans et de mémorandums qui esquissaient la naissance et la mort soudaine de l'installation. Les dates se regroupaient autour du début des années 1960. Le langage passait brusquement de projections optimistes à des avis d'évacuation succincts. Un document se terminait au milieu d'une phrase, l'encre s'effaçant de la page comme si son auteur avait été interrompu. Il n'y avait pas d'explication unique pour l'abandon, seulement un motif de hâte qui suggérait que quelque chose avait mal tourné rapidement et gravement. Il imagina des techniciens courant dans ces mêmes couloirs il y a des décennies, emportant ce qu'ils pouvaient, scellant des portes derrière eux dans un rituel de retraite qui avait laissé cet endroit se débrouiller seul sous la pression inexorable de la glace. Qu'il ait survécu à tout cela était un testament à l'ingénierie d'hommes qui avaient cru, peut-être avec arrogance, qu'il pouvait faire quelque chose de permanent dans un paysage qui dévorait le permanent comme une évidence. Plus il explorait, plus il trouvait de signes de vie. La salle principale du générateur était calme, ses grandes turbines verrouillées en place sous une croûte de givre, mais des unités auxiliaires bourdonnaient doucement dans une chambre latérale, leur quartier chaud au toucher. Des tuyaux couraient le long du plafond, isolés et encore isolés, transportant de la chaleur tirée d'une source plus profonde qu'il ne pouvait pas encore voir. C'était cette chaleur, réalisa-t-il, qui avait creusé la montagne, faisant fondre des canaux à travers la glace qui s'était développée au fil des ans en de vastes cavernes cachées qu'il avait traversées. Il suivit la chaleur dans un autre passage qui s'éloignait du centre de contrôle et dans une section où les murs passaient du métal à la pierre. La glace ici était plus mince, sa translucidité bleue remplacée par la roche nue, luisante d'humidité, et c'est dans cet espace hybride entre base et grotte qu'il trouva le premier vrai signe des randonneurs disparus. Une bobine de corde d'escalade gisait proprement contre le mur, ses fibres raides de givre. À côté,
quelqu'un avait empilé 3 tapis de sol et un paquet de couvertures thermiques arrangées avec le soin délibéré de gens qui avaient l'intention de rester. Une flèche brute avait été grattée dans la pierre au-dessus de la pile, pointant plus profondément dans le complexe. À côté, en lettres capitales qui commençaient déjà à s'estomper alors que l'eau de fonte traçait leur bord, quelqu'un avait écrit un seul mot, chaud. Antoine s'accroupit là un long moment, son sac reposant contre ses genoux, le poids de ce qu'il avait découvert appuyant sur lui de toutes parts. Les randonneurs n'étaient pas morts dans la tempête de neige. Ils avaient trouvé cet endroit et choisi d'avancer plutôt que de reculer, attirés par la même promesse impossible d'abri qu'il avait tirée à travers la glace. La base n'avait pas simplement survécu. Elle était devenue un refuge. La vibration changea alors qu'il avançait au-delà du camp improvisé, s'approfondissant en une cadence plus complexe qui suggérait de multiples systèmes travaillant de concert. Il traversa une série de chambres qui portaient les marques de l'adaptation humaine. Des bâches suspendues pour créer des pièces plus petites. Du matériel de cuisine arrangé autour d'un évent qui exhalait une chaleur constante. De l'eau s'égouttant dans une collection de récipients de récupération depuis un tuyau qui avait été remis en service. Ce n'était plus une installation abandonnée. C'était un lieu vivant façonné par des mains qui n'avaient aucune intention de le laisser mourir. Quelque part devant lui, une voix murmura, trop distante pour distinguer les mots, mais incontestablement humaine. Antoine se figea, le faisceau de sa lampe tremblant alors que son cœur bondissait contre ses côtes. Il était venu jusqu'ici, prêt à affronter des reliques et des fantômes. Mais la présence de vraies personnes, respirant et parlant sous la glace, apportait une gravité nouvelle et urgente à sa mission. Il avait franchi un seuil du sauvetage à la révélation, et il n'avait aucune idée de quel côté il était censé se tenir. Le murmure qu'Antoine avait entendu se résolut en le raclement de bottes sur la pierre, et le cliquetis doux de quelque chose posé avec soin, les bruits domestiques ordinaires de gens qui avaient vécu trop longtemps dans des endroits qui n'étaient jamais censés ressembler à un foyer. Il éteignit sa lampe frontale et se tint dans la lueur bleue qui suintait à travers la caverne comme de la lumière filtrée à travers une eau profonde. C'était plus facile pour les yeux ainsi, et moins susceptible d'annoncer sa présence trop brusquement. Il avança à pas mesurés, tous ses sens à l'affût d'indices, jusqu'à ce que le passage s'élargisse à nouveau, et que l'odeur de fumée de bois l'atteigne, si faible qu'elle aurait pu être imaginée, pourtant indubitable une fois qu'il la reconnut. Le couloir se terminait dans un espace qui avait autrefois été une baie de stockage. Ses nervures métalliques s'arquaient encore au-dessus, mais les murs étaient maintenant adoucis par des couches de glace qui avaient reculé et étaient revenues au fil des décennies, sculptant des alcôves et des niches où les gens s'étaient fait de petits abris de bâches et de panneaux récupérés. Des guirlandes de lumière basse tension traçaient les bords de la pièce, leur lueur alimentée par des câbles qui couraient vers la machinerie plus profonde de la base. Au centre, un groupe de silhouettes se rassemblait autour d'un poêle de fortune assemblé à partir de pièces qu'Antoine ne pouvait identifier. Son évacuation était reliée à un vieux conduit qui emportait la fumée avec une efficacité silencieuse. Il eut le temps de prendre en compte ces détails avant que quiconque ne le remarque. Puis une femme leva les yeux de la marmite. Elle remuait, ses yeux s'écarquillant alors que la lumière accrochait la bande réfléchissante sur la parka d'Antoine. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Le silence qui tomba était plus lourd que n'importe quelle tempête qu'il avait traversée, chargé du même instinct brut qui avait poussé les randonneurs à se frayer un chemin hors d'une tente plutôt que d'affronter une autre nuit sur la glace. « Je suis garde du parc », dit Antoine doucement, levant les mains pour qu'ils puissent les voir. Sa voix semblait trop forte dans l'espace clos. Un son d'étranger dans un monde qui avait appris à chuchoter. « Je suis ici parce que des gens ont disparu. Je pense que vous savez de qui je parle. » Un homme s'avança, plus grand que les autres, sa barbe emmêlée de givre malgré la chaleur de la caverne. Il tenait un morceau de tuyau à la main. Pas tout à fait une arme, mais assez proche pour en être une s'il en avait besoin. Antoine rencontra son regard et ne détourna pas les yeux. Après un long moment, l'homme baissa le tuyau et fit signe de baisser la voix. « Vous ne devriez pas être ici, » dit l'homme. Son ton n'était pas tant hostile que las, comme s'il avait attendu des années ce moment, et l'avait redouté chaque jour. Personne ne devrait. Ils guidèrent Antoine à travers un dédale de chambres interconnectées, passant devant des pièces qui avaient autrefois abrité des équipements et contenaient maintenant des lits superposés façonnés à partir de ferraille. Des tables marquées par l'usage de trop de mains. Des étagères alignées de bocaux de neige fondue filtrés à travers des couches de tissu et de charbon. Partout où il regardait, il voyait des preuves d'ingéniosité nées de la nécessité. De vieux évents avaient été réutilisés comme serre,
leur chaleur résiduelle coaxant de pâles pousses de verdure à partir de plateaux de terre montés de la surface dans des sacs à dos au cours d'innombrables ascensions périlleuses. Un ordinateur portable cabossé luisait dans un coin, son écran vivant de lignes de code qui surveillaient les anciens systèmes gardant l'endroit habitable. Dans une alcôve plus calme, un petit groupe était assis autour d'un terminal qui avait été ramené à la vie. Une batterie portable était branchée sur son côté et sur l'écran clignotait l'interface familière d'un lecteur vidéo. Antoine reconnut immédiatement le visage qui y apparaissait, le même jeune homme qui s'était présenté sur la clé USB avec tant de confiance mal placée. L'image se figea sur ses yeux creusés et ses lèvres gercées, son expression prise entre la peur et la résolution. « C'est la dernière chose qu'il a enregistrée », dit le grand homme avant qu'il ne décide de rester. Ils regardèrent le clip ensemble en silence. Le randonneur parlait dans un murmure, expliquant qu'ils avaient été sauvés par des gens qui vivaient sous la glace, des gens qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Il parlait de la chaleur, de la nourriture, de la façon dont la base ressemblait à une seconde chance dans un monde qui en avait enlevé trop de premières. Il termina en disant qu'on leur avait donné le choix. Remonter et affronter ceux qui les avaient poussés dans la nature sauvage en premier lieu, ou rester là où la montagne elle-même semblait disposée à les abriter. Il dit qu'il restait. Quand l'écran devint noir, Antoine se tourna vers le groupe. Leurs visages étaient d'âge et de couleurs différents, leurs vêtements un patchwork de marqués de décennies, mais ils portaient tous la même expression d'attente gardée. Il comprit alors que ce n'était pas un refuge temporaire, mais une communauté, une qui avait grandi lentement, accumulant les perdus et les désespérés, comme du limon dans un lit de rivière. Ils lui racontèrent leur histoire par fragments, chaque voix ajoutant une pièce à l'ensemble. Cela avait commencé par un homme tombé à travers un point faible dans la glace plus d'une décennie plus tôt, se cassant la jambe et s'attendant à mourir dans le noir. Au lieu de cela, il avait trouvé de la chaleur dans l'écho des machines battant encore au cœur de la montagne. Il avait rampé plus profondément, découvert la base abandonnée, et survécu assez longtemps pour guérir. Quand il était finalement retourné à la surface, il ne l'avait fait que pour ramener des provisions, et finalement d'autres qui avaient glissé à travers les fissures du monde d'en haut. Certains avaient été sans abri à Grenoble ou Lyon, dérivant à travers des refuges qui fermaient leurs portes en hiver. Certains avaient été des anciens combattants qui ne pouvaient pas dormir sans que le plafond ne presse près. Certains étaient simplement fatigués de perdre du terrain face à une société qui n'avait aucune patience pour ceux qui bougeaient trop lentement. La base était devenue leur secret, un endroit où disparaître quand le froid devenait trop vif et les nuits trop longues. Et les randonneurs ? Demanda Antoine quand ils eurent fini. Le grand homme haussa les épaules. Ils étaient à moitié morts quand nous les avons trouvés. Gelure, épuisement. Nous aurions pu les remonter peut-être, mais ils ont vu ce que nous avons ici. Ils ont demandé à rester. L'idée le déstabilisa plus qu'il ne s'y attendait. Aux yeux du service du parc, ces gens étaient des squatteurs dans une zone protégée, des intrus dans un endroit qui appartenait à tout le monde et à personne à la fois. Pourtant, debout là dans les cavernes éclairées de bleu, écoutant le bourdonnement des systèmes qui avaient survécu à leurs créateurs, ils ne pouvaient se résoudre à les voir comme des criminels. Ils étaient des survivants, s'adaptant à un monde qui leur avait tourné le dos. Pourtant, les dangers étaient réels. Ils les sentaient dans le tremblement des murs, les entendaient dans la façon dont la vieille machinerie toussait et frissonnait sous des charges qu'elle n'avait pas été conçue pour supporter si longtemps. Il imaginait la glace bougeant au-dessus d'eux, la pression lente et implacable du glacier, broyant contre la roche et l'acier, et voyait dans son esprit un avenir où cette cité cachée s'effondrerait sans avertissement, emmurant tout le monde à l'intérieur. « Vous ne pouvez pas rester ici pour toujours, dit-il doucement. Cet endroit n'est pas stable. La base est vieille. La glace bouge. Si ça s'effondre, personne ne saura même où creuser. » Le grand homme rencontra à nouveau son regard, et cette fois il y avait quelque chose comme du soulagement dans ses yeux. « Nous savons, dit-il. Nous l'entendons chaque jour. La montagne nous rappelant que nous sommes en sursis. Mais là-haut n'est pas plus sûr pour nous. Là-haut, nous sommes invisibles. Ici, au moins, nous existons. » Les randonneurs rejoignirent le cercle alors, sortant des ombres plus profondes avec des expressions qui mêlaient espoir et peur. Ils parlaient de dettes, de familles qu'ils avaient perdues, d'erreurs qui les avaient menés au sentier du glacier en premier lieu. Aucun d'eux ne voulait être sauvé si le sauvetage signifiait être renvoyé aux mêmes conditions qui les avaient poussés dans la tempête. Ils demandèrent à Antoine de ne pas rapporter ce qu'il avait trouvé, de ne pas marquer l'entrée, de ne pas transformer ce miracle fragile en une autre étiquette rouge sur une barrière verrouillée.
Il sentit le poids de leurs demandes s'installer sur lui comme de la neige fraîche. Chaque règle qu'il avait jamais apprise lui disait ce qu'il était censé faire ensuite. Appeler des renforts, sécuriser le site, commencer l'évacuation. Pourtant, les règles n'avaient pas été écrites avec des endroits comme celui-ci à l'esprit, avec des communautés qui existaient seulement parce que le monde les avait failli trop de fois. Antoine les laissa à leur dîner et marcha seul jusqu'au bord de la chambre, là où la roche naturelle rencontrait les couloirs faits par l'homme. Il pressa sa paume contre la pierre et sentit à nouveau la vibration, constante et profonde, le battement de cœur d'une montagne qui était devenue un abri par accident et par volonté humaine obstinée. Il sut alors que quel que soit le choix qu'il ferait en retournant à la surface, cela façonnerait non seulement sa propre vie, mais le destin de tous ceux qui vivaient dans ce monde caché sous les Alpes. Antoine passa la nuit dans une alcôve étroite au bord de la colonie souterraine, allongé sur un matelas fin qui avait autrefois été une section d'isolation thermique. Le sommeil ne vint que par fragments. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il sentait le lent tremblement de la base à travers la pierre. La même vibration qu'il avait suivie depuis le glacier, maintenant non plus un mystère, mais un avertissement qui pulsait régulièrement dans sa poitrine. La montagne n'était jamais silencieuse ici. Elle respirait, gémissait, chuchotait dans des fréquences que les oreilles humaines n'étaient jamais censées interpréter. Et dans ces sons, Antoine entendait à la fois protection et menace, un berceau qui pouvait devenir un cercueil sans le moindre changement d'intention. Quand il se leva, les habitants de la cité cachée étaient déjà réveillés. Certains s'occupaient des pousses verpales dans leurs serres improvisées, coaxant la vie d'un sol qui avait été descendu dans des sacs à dos au fil des années d'ascension périlleuse. D'autres étaient groupés autour des bails de machinerie, vérifiant des jauges, écoutant les vieux systèmes avec l'attention exercée de ceux qui savaient qu'une seule défaillance inaperçue pouvait tout finir. Les randonneurs étaient parmi eux maintenant, non plus visiteurs, mais participants, leurs visages non moins tendus, mais altérés par un sentiment prudent d'appartenance. Le grand homme qui avait d'abord confronté Antoine le trouva près de la jonction, là où la base cédait la place à la caverne brute. Il se présenta comme Éric et parla sans préambule, sa voix basse pour qu'elle ne porte pas à travers les tunnels. Il dit que la communauté vivait avec la peur de la découverte depuis le début. Que chaque tempête d'hiver était à la fois un bouclier et une menace, les cachant du monde tout en leur rappelant à quel point la barrière était mince entre la survie et l'extinction. Il dit que l'arrivée d'Antoine changeait tout parce que maintenant le secret n'était plus juste le leur. Antoine écouta et dit peu. Il marcha dans les couloirs avec Éric et vit des choses qu'il avait manquées la veille au soir. Des fissures en toile d'araignée à travers les supports porteurs là où la pression du glacier avait déplacé la géométrie de la base. De la condensation s'accumulant là où l'isolation s'était amincie. Un signe que l'équilibre thermique commençait à faillir. Une section de plafond où la glace s'était récemment affaissée assez pour cisailler un conduit, son intérieur de cuivre exposé comme un air. Ce n'étaient pas les problèmes d'un endroit qui pouvait simplement être laissé à endurer. Il rassembla les randonneurs et les membres plus âgés de la colonie dans ce qui avait autrefois été une salle de briefing, ses murs portant encore des insignes effacés sous des couches de givre. Ils se tenaient en un cercle lâche, la lueur bleue peignant leur visage dans la même palette sourde, effaçant les différences qui auraient pu compter n'importe où ailleurs. Antoine leur dit ce qu'il avait vu. Il n'adoucit pas la vérité. Il dit que la base se détériorait, que le glacier bougeait de manière que personne ne pouvait pleinement prédire, que les systèmes gardant les cavernes chaudes étaient anciens et fonctionnaient bien plus longtemps que quiconque les ayant construits ne l'aurait cru possible. Il dit que s'il y avait un effondrement, cela ne s'annoncerait pas. Cela arriverait simplement et personne à la surface ne saurait même où creuser. Certains d'entre eux argumentèrent. Ils avaient entendu des avertissements auparavant, avaient vécu avec le craquement de la montagne assez longtemps pour qu'ils deviennent partie de leur rythme. D'autres fixaient le sol, le poids de ces mots appuyant sur des espoirs qui avaient été fragiles dès le départ. Les randonneurs parlèrent en dernier. Ils dirent qu'ils comprenaient le risque, mais qu'ils n'étaient pas prêts à retourner, que quoi qu'il les attendait au-dessus de la glace semblait plus dangereux que tout ce que la montagne pouvait faire. Ils lui demandèrent à nouveau de ne pas les trahir, de laisser cet endroit rester le refuge invisible qu'il était devenu. Antoine sentit la vieille douleur familière du devoir s'installer dans sa poitrine. La même douleur qui l'avait attiré vers le nord des années plus tôt quand il avait décidé que la seule façon de vivre avec les choix qu'il avait faits était de se placer dans un monde gouverné par des règles plus grandes que le regret. Ces règles étaient claires. Une colonie cachée dans un parc national n'était pas juste illégale. C'était une responsabilité qui ne pouvait être ignorée. Sa radio, accrochée silencieuse à sa ceinture,
était un lien avec une autorité qui descendrait sur cet endroit avec des hélicoptères et des ingénieurs, scellant des tunnels, évacuant des gens qui ne voulaient pas être sauvés, transformant un secret vivant en un rapport et un panneau d'avertissement. Mais il avait aussi vu les visages de ces gens, la façon dont ils avaient façonné leur vie autour des rythmes de la base, les petits rituels qui faisaient de cet endroit impossible un foyer. Il avait entendu le désespoir dans les voix des randonneurs quand ils parlaient du monde qu'ils avaient fui, et il avait senti le tremblement de la montagne, la promesse de chaleur qui les avait tous attirés vers le bas à travers la glace en premier lieu. La décision lui vint non comme une révélation, mais comme une acceptation de quelque chose qu'il savait depuis qu'il s'était agenouillé pour la première fois à côté de la tente brisée. Il n'y avait pas de résultat ici qui n'impliquait pas de perte. La question était seulement de quelle perte il était prêt à vivre avec. Il leur dit qu'il ne transmettrait pas les coordonnées exactes de l'entrée. Le soulagement dans la pièce fut immédiat et presque douloureux à voir, mais il ne s'arrêta pas là. Il dit qu'il ne prétendrait pas non plus que cet endroit était sûr. Il proposa un compromis qui ne satisfaisait personne complètement, mais offrait un fil d'espoir. Il retournerait à la surface et rapporterait que les randonneurs avaient été trouvés dans un système de grottes naturelles sous le glacier, omettant l'existence de la base elle-même. Il commencerait le processus d'organiser des largages de ravitaillement discrets dans la zone générale sous le couvert de surveillance géologique, assez pour les aider à renforcer les sections les plus vulnérables et stocker des essentiels pour le pire de l'hiver. Et il aiderait quiconque voulait partir à trouver une sortie. Pas de questions posées, pas de rapport déposé qui mènerait quiconque ici. Eric l'étudia longtemps avant d'acquiescer. Les randonneurs se regardèrent, pesant un avenir qui n'était plus un choix binaire entre rester et mourir. Ce n'était pas le sauvetage qu'Antoine avait été formé à livrer, mais c'était le seul genre qui avait du sens dans un endroit qui défiait la formation. Il se prépara à partir alors que le cycle de jour artificiel de la base baissait les lumières pour simuler la nuit. Eric le raccompagna à la chambre où la porte métallique attendait. La même porte qui s'était réveillée après des décennies de sommeil à son toucher. Avant qu'Antoine ne franchisse le seuil, Eric pressa quelque chose dans sa main, un petit jeton rond coupé dans le boîtier d'un vieil instrument. Sa surface gravée d'un motif qui faisait écho aux formes cristallines des cavernes au-delà. C'était un morceau de la base, dit-il, un rappel que ce qui vivait sous la glace était réel, pas une histoire à classer. La remontée vers la surface fut plus dure que la descente. La chaleur s'estompait à chaque mètre, remplacée par la brutalité nette et propre de l'hiver. Quand Antoine émergea enfin sur le plateau glaciaire, la tempête s'était calmée, laissant le monde feutré sous une couverture de neige fraîche qui dissimulait toute trace de ce qui gisait en dessous. Il resta un long moment, respirant un air qui semblait soudain trop mince, et regarda à travers le blanc infini. Il plongea la main dans son sac et sortit le GPS, faisant défiler les points de passage enregistrés jusqu'à ce qu'il trouve celui qui marquait la fissure. Son pouce plana sur la commande de suppression. Pendant un instant, il imagina le son des pales de rotor, le flot de lumière, la façon dont cette plaine silencieuse serait transformée par la machinerie de la révélation. Puis il appuya sur le bouton et regarda les coordonnées disparaître. La montagne ne réagit pas. Elle ne le remercia pas, ne l'avertit pas, ni ne fit aucun signe qu'elle avait enregistré son choix. Elle continuait simplement de respirer sous la glace. Un cœur caché patient battant un rythme plus vieux que les règles et plus fort que la peur. Antoine glissa le petit jeton en métal dans sa poche et se tourna vers la lueur lointaine de la cabane de patrouille, portant avec lui la connaissance que sous les Alpes, il y avait un deuxième monde maintenant. Un monde qui ne dépendait pas de cartes ou de commandements, mais des décisions fragiles et non enregistrées d'un seul homme s'éloignant de la seule preuve qu'il ait jamais eue.